Bienvenue dans ce 11e épisode du Groovycast. Et pour ce 11e épisode, on reçoit un invité de prestige, disons-le, cofondateur du Club Mirage et illustre directeur artistique, Romain, et qui est le Batscar, nous fait le plaisir d'être ici. Comment tu vas, Rome ? Bah écoute, tout va bien, merci déjà de m'accueillir. Merci pour cette entrée en matière chaleureuse et authentique. Écoute, on est super content que tu sois là, de par ta carrière et du coup ta longévité dans le milieu du monde de la nuit. Une carrière qui a notamment commencé en tant que photographe aux planches. Ah ouais, ça a été un début en matière et un premier pas dans le monde de la nuit qui s'est fait il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. À une période où la nuit était complètement différente et où c'était complètement inattendu pour moi. J'aurais jamais imaginé mettre un pied dedans, en tout cas sur cet axe-là, tu vois. Et c'était déjà saturé à l'époque du fait qu'il y avait The People Soon Night, qui étaient des groupes de photographes qu'on plaçait dans des clubs, qui n'étaient même pas rémunérés à l'époque. D'accord. Ils étaient payés avec une conso et un exo, donc tu pouvais venir avec un pote et tu avais un verre au bar, et c'était la seule rémunération que tu avais. Et j'étais arrivé avec à l'époque du gros matos, et c'était les débuts de Facebook. Ok, donc tu as surfé sur la vague avec les réseaux sociaux. J'ai profité de ça à fond. Et c'était Ramian à l'époque qui organisait du coup cette énorme à laquelle j'ai participé en tant que presta pour la première fois. Ok. Donc dans le feu de l'excitation, tu vois, dans le feu de l'action, quand je suis rentré chez moi après la soirée, j'ai passé je crois un truc 4 ou 5 heures à retoucher les photos. À l'époque, quand tu allais sur les sites pour récupérer les photos de toi, tu priais pour la trouver déjà. Et t'en avais peut-être 30-40 en qualité mais dégueulasse. Et moi je me suis retrouvé à retoucher je crois un truc de 600 ou 700 photos. Où tout le monde se connaissait en plus, et à faire un album sur Facebook où je me suis bien fait chier à taguer tout le monde one by one. Et le lendemain, coup de téléphone du directeur des planches, Geoffroy Séveline, qui est aujourd'hui donc le bras droit de Gourcuff, donc le numéro 2 du groupe Paris Society, avec qui on s'est retrouvé du coup des années plus tard, on en reparlera après, et qui me propose du coup mon premier poste en club, j'ai bossé là-bas pendant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. En tant que photographe, les jeudis, vendredis et samedis aux planches, sous rémunération. Et là, on n'a pas d'exo et de conso, tu vois. Quand je commence le taf à 18 piges et qu'on te paye un certain montant, t'es content. C'est cool. C'était un premier pied dedans. Et du coup, c'est marrant parce qu'ensuite, c'est un job que tu as su un peu, externaliser vers d'autres domaines un peu plus marketing, parce que tu faisais aussi également des flyers pour d'autres établissements. Exactement. Donc ça, en fait, c'est venu un peu après. J'ai commencé à, du coup, vu que c'était un secteur qui était relativement fermé à ce moment-là, où c'était pas aussi open que maintenant. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir, on va dire, photographe, orga, DA ou quoi que ce soit. T'as les bonnes connects, on te donne ta chance. Tu vois, les mecs sont devenus un peu laxistes aujourd'hui. À l'époque, c'était pas le cas. Si tu voulais mettre un pied dedans, il fallait vraiment que tu aies une patte, un certain talent, une certaine fibre artistique. Et du coup, on a découlé de la photo, de la création graphique, du montage vidéo, toujours de la photo en à côté, et surtout l'ouverture à plein de portes de clubs différents, avec des clientèles différentes, avec des styles musicaux différents, avec des horaires différents aussi, et des masses de taf complètement différentes d'un club à l'autre. Et toi, pardon, je me permets, mais avant du coup d'arriver aux planches, tu faisais de la photo déjà ? Ou c'est arrivé un peu arrivé ? J'en faisais déjà depuis longtemps. Avant, j'étais photographe de mode, donc ça n'avait aucun rapport. Photographe de mode, je me comprends. J'avais 16 piges, je m'étais assemblé une espèce de studio photo tout claqué dans ma chambre. Qu'on se le dise en toute transparence, je faisais pas des photos aux meufs pour leur faire des books. J'étais petit, t'as compris, c'était un moyen un peu plus... Voilà, c'était un impasse, c'était un moyen détourné d'arriver à mes fins. Et ça marchait au final très bien dans les deux sens, parce qu'à l'arrivée, je sortais un truc plutôt quali. Avec des à côté, tu vois ce que je veux dire, il y avait toujours un plus qui fonctionnait derrière, mais en bonne et due forme, bonne et due forme, en bonne intelligence. Trop bon. Et tu vois, est-ce que pendant ce temps-là, tu avais malgré tout cette appétence pour la musique, ou c'est venu un peu plus tard, par exemple, est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ou... C'est venu complètement après. C'est venu complètement après. Je baignais déjà un peu dans certains axes, tu vois, musicaux, qui sont aujourd'hui ultra implantés et en train de se démocratiser de ouf. Mais à cette époque-là, l'offre et la demande, elles n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Donc il y avait tellement de choix. Tu vois, aujourd'hui, tu dis à un pote à toi, on va dans un club reggaeton, il va te regarder, il va te rironner, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, c'est ultra marrant parce que, comme tu dis, à l'heure où tu as plein de clubs orientés house qui se démocratisent, c'était quoi en fait le panorama nocturne quand t'as commencé en fait? C'était quoi les clubs un peu emblématiques? Je pense que les planches ont toujours été là, tu vois. C'était la rêve quand on était petit. Voilà, c'est ça, t'avais la rêve, mais c'était quoi les autres un peu établissements Déjà, t'avais le Showcase, qui aujourd'hui est le Bridge, tu vois, qui à l'époque était, on va dire, configuré et pensé d'une manière totalement différente du fait que c'était
pas comme maintenant une salle événementielle, c'était un vrai club qui accueillait tous les week-ends. On avait des Jamie Jones, des Solomon, des artistes de renommée aujourd'hui internationale et qui font partie aujourd'hui des figures emblématiques de cette industrie. Et à l'époque, on allait écouter comme, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais tu allais les écouter à l'époque comme aujourd'hui, tu irais écouter Pofio, Julian ou Babar, tu vois. Donc c'était complètement différent. T'avais le Zigzag aussi, qui aujourd'hui c'est le cercle de jeu rue Marbeuf. Plus dans un axe hip-hop, t'avais le Titi Twister, le Cartel, le Queen, qui était le seul club quand même pignon sur rue sur les Champs-Élysées, le VIP Room, c'est vrai, l'Étoile. On l'a évoqué avec plusieurs guests qui sont venus aussi sur le podcast, qu'aujourd'hui tu as un peu cette séparation Est-Ouest. Est-ce que tu as vu un peu cette évolution entre quand toi tu as commencé aux planches et justement toutes ces boîtes qui accueillaient légendes qui existent aujourd'hui, et la différence qu'il y a un peu aujourd'hui entre le style musical que tu peux avoir entre l'Est et l'Ouest parisien, ou tu n'es pas d'accord du tout avec le fait que... Il y aura toujours une différence de toute façon, parce que sur l'Ouest parisien, tu travailles une clientèle qui est exigeante sans aucune connaissance. Et à la différence, à l'opposé complet, tu as une clientèle qui te demande une expérience qui n'a aucun rapport. Tu vois ce que je veux dire? Je te prends l'exemple du Showcase à l'époque et d'un autre club type genre le Badaboom par exemple. La clientèle n'a pas du tout les mêmes attentes. Tu vois, un client Badaboom qui va aller dans l'Ouest parisien et qui va se retrouver à payer sa conso 20-25 balles, tu vas jamais la revoir. Tu le reverras jamais de ta vie, et c'est normal. Donc en fait, c'est un peu le problème actuel de l'offre et la demande sur certains formats qui sont un peu trop démocratisés et qui ont fait que la clientèle qu'on retrouve aujourd'hui en club, c'est un peu les influenceurs, les trucs, les mecs qui se prétendent être des puristes. J'entends. Alors que pas vraiment, tu vois. Et j'ai la sensation dans ce que tu dis qu'à l'époque, quand tu parles du Showcase et tout, en fait, les gens venaient en club, c'était vraiment le club qui prédominait. Et maintenant, on est plus sur où c'est l'event. Avec le marketing que tu as derrière, il y a plein d'événements qui mènent la vague, tu vois. C'est malheureux d'ailleurs, je trouve. C'est un peu... Bon, après, il faut vivre avec son temps, il faut évoluer aussi avec son époque et avec les codes aussi, tu vois, qui évoluent avec. Mais c'est vrai que malheureusement, quand on était plus jeune, je suis pas non plus un vieillot, tu vois, j'ai une trentaine d'années, mais j'ai commencé à sortir super tôt. Et c'est vrai que les lieux dans lesquels on sortait avant, genre ils se suffisaient à eux-mêmes. Tu allais dans un endroit parce qu'il y avait un gros système son, parce qu'il y avait une ADN qui était pure. Et aussi, c'est une réalité, on était plus jeunes. Et la clientèle implantée, elle était à ce moment-là déjà plus âgée. Donc c'est un peu le cas de figure qu'on retrouve aujourd'hui avec du recul. Tu te dis putain, mais en fait, c'est-à-dire que nous aussi on était des petits connards comme ça quand on était petits, à se retrouver mêlés à des mecs qui avaient une trentaine ou une quarantaine d'années, qui venaient pour d'autres raisons, et nous on venait parce que c'était le spot en place aussi. Mais c'était fait différemment, l'éducation n'était pas la même. J'ai connu l'époque sans internet, sans le téléphone à clapet. Et je parle pas du Samsung je te parle vraiment du téléphone avec les touches. Donc c'est deux axes complètement différents au final. Bien sûr. Et tu sens du coup que les organismes, tu l'as mentionné, mais comme Paris Society ou que ce soit MoMA ou autres, ont permis justement de démocratiser un peu le fait d'avoir de la musique électronique un peu partout, d'avoir justement plusieurs lieux et d'évoluer grâce à ces plusieurs lieux. Alors, sous un seul nom. Oui et non. Pour moi, que ce soit Paris Society ou MoMA plus PS, parce que MoMA Group aujourd'hui c'est plus un groupe qui se revendique sur de la restauration plus que sur de l'événementiel, en dehors de quelques lieux qu'ils ont. Je te parle à Paris en tout cas. À l'étranger, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de spots, tu vois, dans le sud de la France, etc., qui sont plus basés sur le festif. Mais quand même principalement sur de la restauration. PS, à côté de ça, c'est le Monopoly. C'est Monopoly Go version boîte de nuit, version les plus belles adresses de Paris, etc. Mais avec c'est quand même centré sur du clubbing. Pas besoin de te faire le tour, le T7, la Clairière, ils ont même des spots mythiques, emblématiques, des points de référence quand même, mais qui le sont aujourd'hui, qui n'étaient pas du tout de la même manière il y a 10 piges, t'as compris. Donc ils ont apporté leur pierre à l'édifice, mais de manière complètement détournée à mon sens. Tu vois, parce qu'ils ont eux cette mentale de business. Eux, l'artistique, c'est un truc qui ne les touche pas du tout. Tu vois, ils créent des lieux qui sont adaptés pour accueillir du public, et derrière ça, ils vont placer des équipes de direction artistique, de sécu, d'orga, de RP, etc., de scénographes, d'ingé, de tech et tout, pour justement créer des concepts à travers ces lieux. Donc, quoi qu'il arrive, on peut dire ce qu'on veut, ça reste un travail groupé, c'est un travail d'équipe. Ils ont cette force de financement, d'apport de fonds. Et ils ont aussi les connaissances des bonnes équipes à placer sur les lieux adaptés pour que ça sorte une bonne tambouille et qu'à l'arrivée, les gens soient satisfaits du produit final. Ok. En fait, tu as répondu à la question que j'avais, tu vois, c'est parce que tu vois, Paris Society revendique avoir
pas mal, beaucoup d'endroits, je pense que même sur le Mirage, si je me trompe pas, 50%. Et en fait, tu vois, je me pose la question, mais finalement, dans l'équation, leur rôle, c'est quoi? C'est des investisseurs, c'est des mecs qui t'apportent quand même... C'est une notoriété aussi. C'est une notoriété, ouais. Okay. Depuis qu'ils ont fusionné avec Accor, par exemple, le groupe, il s'est dissocié. Avant, c'était PS à plein gaz. Aujourd'hui, il y a une annexe de Paris Society qui s'est créée, qui s'appelle Paris Society Club. Du fait que Accor n'est pas forcément partisan de la partie clubbing, tu vois, dans leurs investissements, chose que je peux comprendre, tu vois. Et ça s'est un peu séparé. Mais ça, c'est juste on va dire, c'est une petite goutte sur toute la paperasse, sur le côté juridique. Maintenant, c'est vrai qu'à l'arrivée, si tu réfléchis bien, ils ont quand même un grand nombre de compétences et de connaissances dans cette industrie qui est non négligeable, qui est importante autant pour des jeunes orgas qui n'ont pas, justement, tu vois, cette expertise suffisante pour pouvoir créer des concepts forts et faire des projets aboutis. Tu vois, et eux, ils ont cette force de pouvoir faire confiance à des gens qui ont la dalle, qui sont suffisamment créatifs, et ils vont les accompagner jusqu'au bout de leur process. Ouais, ça permet en fait de leverager plein de mecs passionnés qui veulent monter des concepts. De ouf, c'est énorme, ouais. C'est énorme. Écoute, on va revenir sur toi personnellement et ta carrière, parce que avant la musique, du coup, il y a eu la photographie, mais tu t'es essayé à plein d'autres secteurs. Tu as essayé de monter une marque de vêtements, je crois, si tu m'as dit, une marque de bijoux. Une marque de vêtements, une marque de bijoux. J'ai fait du street art. Je suis passé par les cases restauration, forcément, à un moment donné, etc. Mais j'ai toujours essayé au final de créer des trucs. J'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie, je pense. Et c'est ce que tu me disais quand c'était eu au hôtel. Tu me disais que, en fait, toi, depuis le début, tu étais persuadé que les métiers, entre guillemets, conventionnels, c'était pas fait pour toi? Ça l'était pas du tout, en fait. Et comment t'as su gérer? Parce que tu vois, le milieu artistique et de prendre cette voie-là, je pense que tu vis beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ouais. Et comment t'as su gérer tout ça et rester genre dans un self-trusting, tu vois? Je l'ai pas du tout géré. Tu l'as pas du tout géré? Ouais. Pour être totalement honnête, je l'ai absolument surtout que c'était moins commun, je pense, il y a 10 ans aussi. Que maintenant, tu vois, je pense qu'avec les réseaux sociaux. Les réseaux, ça va plus vite. Aujourd'hui, tu peux péter avec tout et n'importe quoi. Ouais, exactement. Oui, après, je pense que... ça, ce que je veux dire, c'est que c'était peut-être limite plus compliqué quand t'as commencé. C'était beaucoup plus compliqué, mais c'était aussi une période où, par chance, j'ai toujours fait les choses à fond, en fait. Ok. Donc quand tu fais les trucs à 100% et que, par chance aussi, t'as un semblant de talent dans ce que tu fais, au moins tu passes pas pour un imposteur. Tu vois, les gens, ils te donnent un minimum de crédit dans ce que tu fais, ça te bouge. Et je pense que les fréquentations, ton entourage joue énormément là-dedans. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont toujours un peu accompagné dans tous mes projets, qui ont toujours un peu cru en ce que je faisais, peu importe même si je faisais n'importe quoi, tout le monde m'a toujours poussé. Tu vois, dans la voie du truc, et au final, parfois ça a payé, parfois ça l'a pas payé. Ça marche pas, le tout c'est de se dire que écoute, c'est comme pour tout dans la vie, il y a des moments où ça fonctionne, d'autres moments où ça fonctionne pas. Même le plus gros des bides, au final, faut que t'en sortes avec faut que t'apprennes de ça, tu vois. Faut que ça serve de force. Et quand t'as commencé, t'avais quand même, t'avais des exemples, peut-être proches, ou des mentors que tu suivais, ou des modèles, des gars qu'on connaît. Alors à cette époque-là, en tout cas, sur tous ces premier petit démarrage, pas du tout. Parce que j'étais petit, j'étais con, j'étais complètement insouciant. Je pensais à rien, tu vois ce que je veux dire, c'était maintenant. Avec le temps et sur l'axe de mon métier actuel, il y en a eu un qui n'a pas été vraiment un mentor, on va dire, mais ça a été une très grande source d'inspiration, c'était Lazarus, Damien Lazarus, à travers Day Zero. C'est la première fois que j'ai découvert ce truc-là, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une utopie complète, et je pense que c'est un peu la quintessence de l'événementiel, mais tu sais, genre, c'est le niveau genre ultime, de pouvoir créer un univers complètement féerique dans des lieux complètement impraticables. Ça revient tu sais, c'est un peu l'oasis dans le désert, de créer des teufs colossales, de rassembler des gens, de créer des scénographies, que ça soit dans la jungle, dans le désert, enfin, c'est un truc de fou, et ça a été pendant plusieurs années, ça a été un bon modèle. Ça a été un sacré modèle. Alors que je déteste sa musique, mais dans ce qu'il a fait, tu t'admires. En tout cas, businessment parlant. Tu le connais un peu personnellement maintenant aujourd'hui ou pas? J'ai eu la chance de mixer avant lui à Sanctum à Saint-Tropez. C'est notoire. C'est notoire. Et de le rencontrer, c'est un personnage. Pour pas dire autre chose, c'est un personnage. C'est complètement en raccord avec ce qu'il est au final. Ce qu'il dégage. Toute sa carrière, elle est complètement en raccord avec la personne qu'il est. Génial, écoute, trop cool. Et justement, au travers de tout ça, de ton expérience, de tout ce que tu as fait en fait jusqu'à présent, si tu avais un conseil à donner, tu vois, à quelqu'un qui est vachement orienté sur l'aspect artistique, que ce soit dans la musique et pas que, tu vois, quel conseil tu donnerais, tu vois, en une phrase
pour pas forcément suivre une trajectoire conventionnelle qui lui plairait pas, tu vois. Faut y croire. Faut y croire. Ouais. Parfois, faut pas faire trop de chichi, tu vois ce que je veux dire. Surtout en fait, c'est une chance aussi de se porter sur des domaines comme ça, tu vois, artistiques, etc. Parce que t'as pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles établies dans l'art. Personne n'a besoin de te dire quoi faire. Il y a forcément des gens qui vont apprécier ce que tu fais, au même titre qu'il y en a qui vont détester. Parmi les gens qui vont détester, eux aussi, ils ont une audience. Cette audience-là, il y a forcément des gens qui vont apprécier derrière. Ouais. Tu vois, donc je pense qu'il faut foncer dedans. Et encore plus important, faut surtout pas écouter les gens qui n'ont pas d'expertise dans ce domaine. C'est souvent un peu les mêmes mecs qui sont célibataires depuis 10 piges et qui te disent comment te comporter dans ton couple. C'est un peu le même cas de figure. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que je pense que, comme tu le dis très bien, tu trouves toujours ta tribu. Qu'elle soit petite ou grande, tu vois. Peu importe. Mais elle est toujours là, quoi. Toujours. Parce que tu as dit sur le fait de t'être mis à 100%, c'est un peu aussi la base des trucs, quoi. Ouais, je pense qu'à un moment donné, faut y aller à fond. Sinon, si tu vas pas à fond, déjà, c'est que tu crois pas. Ouais. Faut pas mettre de réserve en fait dans ce que tu fais. C'est au pire, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Ton seul, au final, ta seule valeur ajoutée, c'est toi. Donc, faut croire aussi en ce que tu fais, en tes capacités. Et avec le temps, bah, tu les découvres aussi un peu. Bien sûr. Complètement. Tu découvres de quoi t'es capable et jusqu'où t'es capable d'aller. Voilà. Ok. Bon bah écoute, grave cool. On va passer au notre fameux petit jeu de devinette. Alors là, on l'a orienté. On l'a orienté du coup sur ta carte de DJ parce que avant même d'être DA, il faut savoir que tu es également DJ. On n'a pas parlé. Et du coup, on a concocté ça sur ta carrière de DJ et tout ce que tu as pu faire. Qui est tout aussi impressionnante que ta carrière de DA. Donc faut reconnaître que elle est soft pour l'instant, ça va. Elle est plutôt pas mal. Tu veux que j'attaque ? Vas-y. Allez. Alors, niché du... Franchement, celle-ci, elle est facile. Hein. Niché du haut du 17e arrondissement, j'accueille chaque week-end des cadors de la musique électronique. Les Marseillais pourraient prononcer l'endroit gâté. Facile. La cabane des amis ? Non, si je te dis gâté, le terme, si tu vas le prononcer en anglais. C'est portail. Gate. Ouais, Gate. Gate, pardon, je pensais que... C'est vrai que je comprends que ça a pu t'embrouiller. Ouais, mais quand même, les Marseillais pourraient prononcer l'endroit gâté, moi j'aurais compris. Et t'as fait le warm-up de Désiré récemment. Qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs. Ok. C'était un de mes meilleurs amis, donc Sound of Bam, Baruch, qui devait faire le warm-up et qui malheureusement s'est retrouvé malade comme un chien. Ok, bon. En last minute. Et je me suis retrouvé à faire ce warm-up, pas du tout préparé. Et j'ai vu que t'es parti un peu dans une vibe assez groovy pour le coup. Ouais. J'ai vu sur ta première slide un track de D-Stone que j'adore, qui t'a mixé sur CC Records. Il est merveilleux celui-là, ouais. Que j'adore. Et au final, c'était un set qui était absolument pas préparé. Ouais. Tu vois, je suis arrivé, on m'a prévenu 1 heure avant en me disant, écoute, viens, faut que tu mixes. Ouais. Faut que tu fasses un truc, ouais. Mais non, en fait, pas du tout. C'est pas possible. Ouais. Là, j'ai rien de prêt du tout. Et au final, j'y étais. Et j'ai passé un moment. Franchement, Gate, c'est à mon sens, c'est Ibiza à Paris, quoi. Ouais. C'est la Circo à Paris, en fait. C'est trop fort ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, vraiment trop solide. C'est chaud. Justement, ouais, je voulais revenir avec toi là-dessus. C'était quoi, en fait, finalement, l'idée du... Bah, je pense que maintenant on le connaît tous, mais l'idée du club qu'il y avait derrière de... Je crois que c'est Nadir qui est sur le... Alors non, en fait, c'est toute une équipe. Ouais, toute une équipe. C'est Kevin, du coup, mon associé. Kevin, ton associé, ouais. Qui a repris, en fait, la gestion du lieu. Le propriétaire actuel, c'est le même proprio du coup que Mirage et que Kokova, le club annexe du Mirage. Ok. Et Nadir, du coup, qui gère toute une grosse partie de la DA, donc des bookings des artistes, etc. sur le lieu. Ils ont fait un truc, mais pour moi, c'est un lieu intemporel. Ouais. C'est ce que tu peux considérer de temple de la musique. Exactement. Pour moi, c'est ça. Ouais. C'est la quintessence du truc, genre dans toute sa splendeur, c'est ça. Ouais. T'as une énorme énergie, t'as une énorme scène, t'as le juste milieu, entre le public, ce que j'allais dire, ticket, mass market et des tables un peu excentrées qui sont pas du tout au centre de l'attention. C'est exactement ce que un backstage très sombre où tu remarques pas forcément les gens. Donc au final, eux, tu leur donnes la blague parce que ça reste un business quand même malgré tout. Tu vois, on reste dans le 8e, donc faut vendre. Mais les mecs derrière, tu leur fais la blague. Des tarifs des tables à l'arrière. Ouais. Et à l'arrivée, l'expérience, elle est à 360 degrés, elle est extraordinaire. C'est vrai que c'est merveilleux parce qu'en fait, ce que je me disais, tu vois, hier, en fait, pour 20-25 €, bah, tu peux aller voir un gros headliner tous les week-ends. Dans un tous lieu. Les week-ends pour le coup. Et tous les week-ends. Tous les week-ends. Ouais. Surtout dans un lieu, juste tout est quali. Le système son est fou. Les lumières, c'est fantastique. Ouais. Ce qu'ils ont fait au-dessus du DJ, là, j'ai passé la soirée, j'étais comme ça. Ouais, c'est vrai que. Mais comme tu as dit, même le public qui vient.
t'as un espèce de 50-50 le crowd qui est hyper cool quoi. Et très réceptif. Et très réceptif Ultra à chaque réceptif. fois. Et je pense que le lieu joue vachement aussi, mais il y a effectivement un truc qui se dégage avec le lieu qui fait que... ça. Ouais. Il y a eu les vases communicants du fait que, vu que Nadir s'est implanté sur le projet et qu'ils ont fait 2-3 haïkus depuis l'ouverture, forcément ça a drainé la masse. Donc haïku, clientèle anciennement qui était positionnée au bridge, qui a commencé à venir ponctuellement. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, que ça soit sur TikTok et tout. Fanny d'ailleurs, qui gère en fait le compte TikTok Gate et qui fait des vidéos extraordinaires en termes de contenu. Il y a un travail de recherche monstrueux derrière sur chaque DJ, sur le passif de l'artiste, sur ce qu'il fait musicalement, sur plein de choses. C'est ultra intéressant et au final, si tu prends le truc dans sa globalité, c'est un peu la formule magique quoi. T'as tous les éléments réunis pour avoir un produit genre bien fini. Et pour que l'expérience elle soit mais béton. Donc franchement pour moi ça reste un des meilleurs clubs de Paris à l'heure actuelle. Et est-ce que t'as pas peur que, enfin je sais pas si c'est une peur finalement, mais tu penses que ça donnera pas forcément de l'ombre aux autres gros events de Paris ou non, il y aura quand même la place. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres à Paris actuellement. Ouais, ok. Une offre et en plus une demande qui est quand même grandissante de jour en jour, tu vois, du fait des réseaux sociaux, etc. La musique se démocratise de plus en plus. Et si tu regardes bien, au final, il y a quoi comme club dans Paris à l'arrivée ? Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Si tu regardes surtout dans l'ouest parisien, il n'y en a pas des masses. Donc si jamais tu as des clubs aujourd'hui qui n'arrivent pas à remplir, c'est que c'est soit qu'ils font mal leur travail, soit qu'ils ciblent mal leur clientèle, soit ils font juste pas le taf, en tout cas peut-être pas bien, mais juste peut-être pas correctement. Ils ont peut-être pas la bonne manière de gérer le truc. Ils ont pas trop vu le cas de toute façon, je le dis, ça arrive très rarement. On passe à deuxième. Allez. Un soir de novembre, le Badscar s'est retrouvé à partager les decks avec 2 nomades du désert arabe, pouvant être confondus physiquement avec les Birds of Mind. Chaque saison, ils posent leur campement tous les mercredis à Ibiza dans le club de la cerise la plus connue. Bédouin. Exactement. Haïku, c'était ma première date avec Haïku, Nadir qui a eu la gentillesse de me proposer cette date qui a été ma première date j'ai une sale j'ai une sale cartouche sur celle-là en plus, j'ai une énorme casserole. Vas-y, je t'en prie. J'allais te poser la question, qu'est-ce qu'allait devenir Haïku par rapport au Gate, mais t'en as déjà répondu, donc... Celle-là, en fait, si tu veux, j'avais toujours été habitué à jouer dans des contextes où je me sentais un peu à la maison, que ça soit à Mirage ou à Sanctum, etc. C'était toujours face à des publics que tu connais, quoi. Que je connaissais. Donc j'étais toujours un peu dans cette espèce de zone de confort. Et Haïku, ça a été... j'en faisais déjà des teufs à Haïku, mais sans être participant à ce niveau-là. Et on me propose de faire la date avec Bédouin, et forcément j'accepte. Mais on me prévient 2 jours avant. Ça c'est pas du tout prévu, genre, tu sais, de toute façon c'est toujours comme ça. Fâcheuse habitude de te prévenir 2 jours avant. C'est un scandale. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout la même expertise et la même aisance derrière les platines. Donc une boule de stress qui me monte, mais avant, je suis arrivé là-bas, j'avais la nausée, j'étais pas bien, j'étais à jeun et tout. Et il faut savoir qu'en fait, à l'époque, les soirées Haïku se remplissent très très rapidement. Et encore plus quand c'est des artistes comme ça, les gens savent à quoi s'attendre quand ils viennent. Tu vois ce que je veux dire ? Ils savent la qualité de la teuf, la qualité de la musique. Donc j'arrive là-bas, je reste tête baissée pendant peut-être 25 minutes concentré sur les platines. Mais à partir de là, la scène devant moi est vide. Ok, il n'y a personne devant moi. Et je relève la tête au bout de 25 minutes, il y a 1500 personnes devant moi. Écoute-moi bien, j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. C'était une catastrophe, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, je me suis senti très 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 mal. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, là, en vrai, je comprends la pression que tu te mets parce que t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Jouer, en plus, tu joues pas devant un public... c'est un public potier, des mecs avertis. Ils sont venus pour écouter de la purée, t'es obligé de leur donner de la purée. T'as pas le droit de te foirer, même si l'erreur, t'as compris, ça arrive. T'as pas le droit. Nadir, en plus, à côté, qui est quand même une figure, t'as compris, qui est assez intimidant, qui est un peu impressionnant, tu vois. C'est un personnage aussi à lui-même. Et il me donne une chance. J'ai pas envie de le décevoir non plus. J'ai envie de dire, et mon associé Kev qui est là, qui l'a aussi un petit peu poussé pour qu'il me propose la date, etc. En fait, j'ai tellement de pression sur les épaules entre le public, Nadir, Kevin, truc. Ça a été très très vite. Et à l'arrivée, il s'est avéré que le fait de jouer sobre, c'est très compliqué, encore plus quand t'as la pression. Et j'avais demandé à une des assistantes de Nadir, du coup, de commencer à m'apporter un verre ou 2. J'ai pas forcément bien calculé mon coup. Donc j'ai commencé à boire un verre un peu trop tôt, un peu trop vite et un peu trop tôt, à boire un deuxième un peu trop vite et un peu trop tôt, et à pas me rendre compte en fait du moment où ça allait monter, tu vois. J'ai pris mes aises, mais complètement. Quand les deux ils sont arrivés, je les ai pris dans mes bras comme si je les connaissais depuis 15 piges et tout, n'importe quoi. Vaut mieux ça, tu me diras alors. Vaut mieux ça. Et bon, ils l'ont bien pris.
Ils l'ont bien pris, je sais pas. Je sais pas. Le problème, c'est que je me rappelle absolument pas de la soirée parce que derrière, trou noir. Ok. J'ai fait un black, je les ai écoutés jouer pendant 5 minutes. Ouais. J'ai fait un blackout, j'ai fini dans la loge artiste en train de faire un câlin à une vasque pendant 3 heures de temps parce que j'étais. Mais en fait, tu sais, j'ai eu toute la redescente, tu sais, de la pression et tout. Ouais, tout qui relâche. J'ai tout qui s'est relâché, mais ce que j'en retiens en tout cas, c'est que ça a été un moment mais magistral. Au moment en tout cas où ça se passait. Ouais. Le après, malheureusement, j'ai aucun souvenir, mais en tout cas, pendant, c'était extraordinaire. C'était cool. Extraordinaire. Puis je pense que c'est aussi ce qui te fait franchir des caps, tu vois, dans une carrière de DJ. C'est des steps comme ça où. Mais t'as besoin de ça. Ouais, t'as besoin de ça, ouais. T'as besoin de ça, ouais. Toi et pour, tu sais, même sur tes compétences ou non, tu vois, il y a des mecs qui sont pas faits pour ce métier. Ouais. Il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Ils ont pas ce rapport, ils ont pas le bon rapport avec la scène. Ils ont pas forcément. La technique, ça s'apprend. Tu vois. La musique, ça s'apprend. La sélection des tracks, tu peux tricher. Mais les rapports humains, sentir le crowd. Ça, tu peux pas faire l'imposteur là-dessus. Ça marche pas. Ouais. T'es obligé d'être entier dans ce que tu fais avec les gens, et si tu mens, ça se sent direct. Ça se voit tout de suite. Même les raisons pour lesquelles t'es là, tu le sens en fait. Les mecs savent quand t'es là juste pour les caméras, t'es là que pour la hype et tout. Ça se ressent à travers la manière que t'as de jouer, ta gestuelle, etc. Tu vois, on parle beaucoup d'humilité aujourd'hui dans l'industrie. T'en as qui jouent beaucoup dessus parce que justement ils ont ce rapport avec la foule ultra intense. Et t'en as d'autres qui l'ont pas du tout, mais qui jouent dessus en espérant sortir un contenu qui peut bluffer justement sur les réseaux. On va en parler aussi après. Justement, on a pas mal de questions à poser là-dessus. La troisième, du coup, de par ma crête iroquoise afro, je suis une légende de l'amnésia. J'ai le même prénom que le présentateur de l'émission C'est pas sorcier. Follow me, I will bring you to the paradise. Jamie ? Exactement, Jamie Jones. Jamie Jones, ouais. Ouf. On passe à la 4. Let's go. Je porte le nom d'un flacon de liquide que tu peux utiliser uniquement les jeudis soirs lors d'une soirée au Mirage. Sérum. Ouais. Exactement. Exact. Sérum. Rapide. Sérum, c'est les soirées du jeudi du coup au Mirage. C'est ça ? C'est ça, c'est les soirées du jeudi au Mirage. En fait, chaque année, bon, vous devez le savoir, mais chaque année, les thématiques du club, en fait, elles changent. Ouais, elles on va en parler, ouais. Ça change des années. Et chaque jeudi, chaque année, au final, c'est des soirées sur lesquelles on exploite de manière complètement différente de celle du week-end parce qu'on fait du ticket le jeudi soir, comme le mercredi avec Coma. Et chaque année, en fonction de la thématique qu'on a choisie, on essaye de créer une identité autant graphique que musicale différente. Tu vois, au fil des années, on essaye d'avoir cette espèce de faculté d'adaptation selon les styles musicaux que tu retrouves dans l'industrie ou même de la clientèle qui évolue aussi chaque année, tu vois. Et Sérum, ça a été un petit risque, que ce soit en termes d'identité, en termes même de nom, tu vois, de sonorité et tout. Chacun pourra l'interpréter comme il veut. Pour les musicos, Sérum, ça reste un plugin, ça reste le plugin, on va dire, le plus utilisé, que ça soit sur Logic ou Ableton, peu importe, sur tous les mecs qui font de la prod, c'est le truc indispensable. Pour d'autres, dans un axe un peu plus subtil, Sérum, ça peut être considéré comme une espèce de médicament. C'est un peu le pas sur le week-end où tu dis que tu as passé une semaine complètement claquée au sol et que tu as besoin d'un petit remontant pour venir te détendre. Ça peut être le sérum de vérité. Libre à chacun en fait de l'interpréter comme bon lui semble. Mais ça me paraissait être un nom tellement fluide et tellement facile à retenir. C'est un nom, c'était facile à exploiter, facile à utiliser, facile à... Et qui marche bien aujourd'hui en fait. Qui marche très bien. Qui marche très très bien. On a eu plein d'artistes sur les jeudis soirs qui sont ultra solides et qui ont permis aussi au nom de se développer un petit peu, tu vois. Ouais, carrément. Grave cool. Fais le dernière. C'est à toi. Comme tu veux. Vous battez pas. Je porte un nom latin. Je suis le voisin d'un célèbre établissement nocturne que tu peux trouver au Bois de Boulogne, mais pas que. Coma prend ses valises chaque été pour passer ses mercredis le long d'une célèbre plage varoise. On en a parlé. Et Sanctum. Exactement, Sanctum, ouais. Sanctum, qui est une idée avant tout concept parisien, si je me trompe pas, et qui s'est exporté à Saint-Tropez. Alors, à la naissance... Dis-nous tout, alors, Sanctum, c'était une bataille de longue haleine. De sa création jusqu'à son développement et jusqu'à son apogée maintenant à l'heure actuelle. Projet dans lequel aujourd'hui je ne suis plus du tout. J'ai quitté l'aventure, moi, il y a 2 ans. Au départ, Sanctum, c'est un truc qu'on avait fait, Kevin et moi, sur la péniche de Rose Bonbon. Donc, un format hip-hop, en gros, c'était la deuxième partie de Monsieur Mouche. Donc, face à la Tour Eiffel, on en a fait 2. Pour être totalement honnête, c'était en 2019. On en avait fait 2. Une avec Traffic Beats et l'autre, je sais plus avec qui. C'était un flop, mais complet, pour toutes les raisons qui sont évidentes. C'est que Rose Bonbon, c'est pas du tout une clientèle électro.
Donc Kevin et moi on se retrouve à siroter des Corona et à faire de la balançoire pendant 3 plombes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était pas du tout une expérience de ouf. À la suite de quoi il y a eu le Covid en mars 2020. Fermeture de tous les clubs, les gens en PLS dans leur salon à se demander putain mais maintenant on fait quoi, tu vois. Et Kevin et moi on s'est dit mais pourquoi pas relancer en fait le projet, essayer de trouver un lieu et d'en faire un truc abouti, mais un truc à nous, pas un truc dans lequel on t'amènes juste l'artiste. Exactement, de même surtout t'arrives dans un lieu qui est pas à toi au final. Ouais. T'interviens vraiment sur ton spot avec ton domaine d'expertise, tes trucs, tout ce qu'on fait, on le fait nous. Au début on nous propose, il faut savoir qu'à ce moment-là il y avait que des péniches exploités. Il y avait que des bateaux, il y avait aucun spot à terre. Donc on nous propose un premier lieu, un bateau. Faut savoir que moi j'ai le mal de mer de ouf. C'est impensable pour moi de monter sur un bateau, qu'il soit hacké ou pas, je déteste ça m'angoisse de ouf. Ok. Donc on nous propose un premier bateau, on fait un petit tour, truc machin, impossible. Un deuxième bateau, impossible. À chaque fois t'avais la gerbe genre? C'est horrible. Non c'est pas la gerbe, je suis angoissé. Ok. Je suis très très angoissé de la mer, genre c'est très dur. Alors la scène, n'en parlons pas, c'est... T'as compris. Ok. Là pour le coup c'est la gerbe officielle. Okay. Et on nous propose un lieu à ce moment-là qui est le pavillon d'Armenonville, donc qui a été vraiment le spot mythique de l'été pendant 2 années d'affilée, ça a été colossal. On nous propose l'endroit. À ce moment-là, il faut savoir que les lieux, ils sont assujettis à des normes et à des restrictions qui sont monstrueuses. Il doit y avoir 1 mètre d'écart entre chaque table, il faut être 6 personnes par table. T'as pas le droit d'exploiter des lieux sous un type P, à savoir piste de danse. T'es obligé de faire un truc en mode dansant, mais semi-restauration. Rester au carré, exactement. Je vois le truc. Et on se retrouve à créer le truc et à faire une déco. Du coup, qui a été complètement dans l'inspiration de Day Zero, où là j'étais libre de construire un truc autour de ça. Donc ça a été l'inspi principal, ça a été Day Zero. Tout le monde les a retrouvé cet inspi à travers les moodboards ou même à travers le produit fini. Et je m'en rappellerai toute ma vie de cette première soirée d'ouverture qu'on a faite. C'était avec Ramien et David Renner. Mais une teuf. Mais elle restera, je pense, pour tous les gens qui étaient là, tout le monde pourra vous le dire, ça a été un truc mémorable, mais un bordel sans nom. Et de là, ça a démarré. On était ouvert du jeudi au samedi, de 18h à 2h du matin. Donc pas d'after forcément parce que les clubs étaient encore fermés à ce moment-là. Et l'aventure, elle a démarré comme ça. Il y a eu ensuite une saison 2 à Paris, une saison 2.1 à Saint-Tropez au Moulin de Ramatuelle en extérieur. À ce moment-là où il y a eu 3 teufs avec, du coup, c'était la première fois que je mixais avant Lazarus. À ce moment-là où il y avait Dixon sur la première, Adriatique sur la deuxième, Lazarus sur la troisième. Entre-temps, on a fait Trick, Denis Sorvat, DJ Tennis, Acid Poly, Quelle musique à Sanctum, faut dire ça quand même. Ouais, c'est vrai. La deuxième saison, on a fait Quelle musique à Sanctum. Dans un spot qui était dédié à accueillir 400 personnes et dans lequel on a fait presque 1000 personnes. Les gens étaient comme ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était un scandale. Ok, mais c'est vrai qu'on en avait parlé et c'est sympa d'avoir amené ce concept à Saint-Tropez où c'est quand même une clientèle qui est très axée qui bling bling et qui est habituée à sortir dans des endroits assez mainstream, tu vois, je pense au Cave du Roi, truc. Et vous aviez vu qu'il y avait quand même ce segment. Je pense que les plages apportaient déjà ça, tu vois. Mais les plages, elles l'apportaient dans une certaine mesure, dans le sens où t'es en journée. T'es en journée, donc au final, le client étranger, le spot, il le connaît déjà. Que ça soit chez Lona, Bagatelle, Verdé, etc. C'est des lieux, ça y est, on les présente même plus. Tous les étrangers qui ont un peu d'oseille, t'as compris, qui ont le yacht garé sur le port, etc. Ils connaissent les endroits. Rajoute-leur à ça un nom un peu solide qu'ils ont pour habitude d'aller voir en saison à Ibiza ou à Mykonos ou peu importe où. À la table que tu vends d'habitude 3-4 000 euros, elle se transforme vite en 30-40 000 euros. Donc au final, le business model, avec le nom, il explose en fait. Explose. Donc quand tu as un produit solide et que tu sais que tu as quand même plus de, je sais pas, tu as peut-être 30 ou 40% de la population de Saint-Tropez qui vient de Paris, et que Sanctum c'était déjà un nom un peu implanté, quand tu le ramènes là-bas sous une version club et un club ultra bien fait, Kevin il a fait un taf de malade mental sur cet endroit à Saint-Trope. Nadir qui a fait des propals en termes de booking qui sont colossales, tu vois ce que je veux dire, quand tu sais qu'en face de toi quasiment tous les lieux sont régis par des exclusivités avec leurs artistes, avoir construit un line-up aussi pointu sur une saison, c'est un putain de challenge au final. Et il fallait le faire. Et c'est aussi ça la force de Nadir et Adrien sur Haïku, c'est que c'est des bookers hors pair qui ont des vrais connexes avec les artistes, qui se connaissent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Kevin qui a un vrai domaine d'expertise, une vraie expérience dans le montage des lieux. Au final, tout ça mélangé, ça a fait que ils ont sorti leur épingle du jeu, en sachant que c'est le seul lieu à Saint-Trope qui est pas au centre.
Oui, c'est ça, faut la route des plages. La route des plages, le soir en plus. C'est le soir où tous les mecs vont à Pablo, Place des Lys, etc., qui veulent pas trop bouger quand ils sortent des restos. C'est pour ça que la loca, je te dis, c'est un pari dans le sens où il faut que tu repartes sur la plage pour clubber, quoi. Mais ils ont été vifs, ils ont mis des vannes, des trucs, des navettes, etc. C'est très très solide. Et aujourd'hui, produit qui cartonne. Il y a du lourd pour cet été au niveau des line-up à Saint-Tropez. Ouais. Toujours. Toujours. Mais en fait, t'as pas le choix. Ouais. C'est un peu. Par contre, c'est une bénédiction et une malédiction dans le sens où la barre a été mise très très haute, quoi. Ils ont mis la barre tellement dès le départ, c'est ça, tu vois. T'as plus le droit en fait maintenant de faire des line-up approximatifs. Je vais pas aller jusqu'à dire bas de gamme parce que je vais pas cracher non plus sur les DJ, tu vois, mais les gens ils ont tellement des attentes élevées maintenant que t'es obligé de les satisfaire. T'as plus le choix. À la différence de Sanctum en saison 1 à Paris, on n'a pas fait un seul booking, tu vois. C'était que des copains à nous, c'était tous les mecs que tu retrouves aujourd'hui, les Nozen, Marwan, les Birds qui étaient pas du tout dans la même hype que maintenant, Two Faces, Ramien, Rainer, comment il s'appelle, Cobain, tu vois ce que je veux dire, ça n'avait mais rien à voir. Moi qui me finissais torse nu devant les platines, ça n'avait aucun sens. C'était bon enfant complet, on s'en foutait, tu vois. Ouais. Ok. Aucune règle. Génial. On va passer du coup, pas vraiment en arrière, mais on a évoqué plusieurs fois Kevin. Et je pense qu'on peut parler aussi peut-être du prélude du Mirage et du coup le no comment. Ouais. Et du coup peut-être très tendancieux. Voilà. Du coup peut-être que si tu peux nous expliquer un peu ton rôle de DA là-bas et d'assistant DA. Assistant DA, ouais. Et ensuite peut-être la rencontre avec Kevin. En fait tout ça s'est fait entre 2016 et 2018. Ok. Donc faut savoir le Mirage est né en 2018 le 25 mai exactement. D'ailleurs on va célébrer du coup les 5 ans du club. Dans un mois on va célébrer les 5 ans du club. Le no comment, ça a été en gros la première fois où j'ai pu vraiment mettre un pied dans l'événementiel, mais avec des gens crédibles. Okay. C'est-à-dire que là, on n'est plus à l'époque des planches ou des petits clubs où j'étais juste prestataire. Là, je mets un pied dedans à un niveau complètement différent, où la charge de responsabilité n'est pas du tout la même. Les gens à qui j'ai affaire ne sont absolument pas les mêmes, tu vois. Donc ça a été très différent. Il faut savoir que le No Comment, à ce moment-là, c'est le premier club d'after un peu hype à Paris. Tout petit. C'était où d'ailleurs ? C'était rue de Pontieux. Ok. Tout en haut de la rue de Pontieux, c'était bien après le Papillon, etc. C'était en gros dans le côté pas crasseux. C'était quasiment à l'angle de la rue de Berry et de la rue de Pontieux. Ok. Donc il faut savoir que le No Comment, à l'origine, il y avait deux axes dedans. Tu as le No, donc le No Paris qui était du coup le club d'after, et le No Comment qui est un club échangiste. Comme son nom l'indique. No Comment. Qui était un club libertin, donc qui était posté en fait sur 3 étages. Premier étage, rez-de-chaussée, t'arrivais, il y avait un fumoir et un vestiaire. En bas, t'avais à la fois le club, after, et le club libertin, avec des petits salons qui étaient fermés pendant la partie after, mais exploités quand même par certains clients qui se croyaient du coup au-dessus des autres. Énorme. Et qui nageaient dans des litres de foutre séchés sur des banquettes en se croyant au-dessus de tout le monde. Bref, voilà. C'est important de le préciser. Et à l'étage, il y avait un resto. Ok. Donc c'est un peu multiformat. Le lieu était ouvert 7/7. De 19h à 10h du matin. J'étais là-bas tous les jours, de 19h à 10h du matin. Ça s'arrêtait jamais. Donc ça veut dire qu'à la fois je faisais la partie créa graphique, fallait alimenter les sites libertins, chose que je faisais avec un mec qui s'appelait Romain Berger, du coup, qui était un des DA du lieu. Qui était pareil, une figure un peu solide à cette période-là, qui habite plus en France aujourd'hui. Christopher Marx, pareil, qui était le dirigeant de la villa à l'époque et qui était directeur d'exploitation du lieu à ce moment-là, pareil, une figure aussi solide à cette époque-là, qui est parti vivre en Europe de l'Est aujourd'hui, et un autre intervenant qui s'appelle David, qui est directeur de plusieurs clubs libertins dans Paris, et pareil, qui a aussi un nom un peu tremblotant, tu vois, dans l'industrie de la nuit. Donc je me retrouve moi mêlé à toutes ces personnes avec au final un poste qui est complètement volatile, où un jour je peux me retrouver hôte d'accueil pendant les soirées libertines, comme je peux me retrouver barman pendant les afters, comme je peux me retrouver derrière mon ordi à faire les visuels entre 14h et 19h avant que le club il ouvre, je peux me retrouver serveur au restaurant, enfin bref. En fait, tu avais un poste à 360 sur J'ai tout ce qu'il y avait à apprendre, je le prenais, parce que je voulais déjà me rendre indispensable, j'ai tout appris là-dedans. En fait. Tu vois, j'ai tout appris là-dedans. Les grandes lignes, je les ai apprises là-dedans. Après, j'ai beaucoup plus appris avec Kevin par la suite que j'ai pu apprendre là-dedans. Mais là-dedans, c'était vraiment genre... C'était tellement un couscous, en fait. Il y avait tellement de tout et n'importe quoi qu'à l'arrivée, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, où est-ce que j'ai foutu les pieds ? C'est quoi cet endroit de fou, là ? Tu vois, ça a duré 1 an et demi.
Jusqu'au moment où l'endroit il est devenu un peu. Ça a fermé du coup au bout d'un an et demi. Ça a fermé au bout de 2 ans et demi. Après que je suis arrivé, mais moi je me suis barré au bout d'un an et demi parce que ça devenait trop chelou en fait. L'atmosphère elle devenait trop bizarre. J'ai vu des trucs là-bas que j'aurais. Enfin, t'as compris, on fait pas ça à un enfant. Moi j'ai rien demandé à personne. Désolé, j'avais pas les reins assez solides pour assumer ça. Tu vois, j'ai vu des trucs de fou. Et j'étais pas préparé psychologiquement à retenir ce genre d'informations dans mon petit cerveau tout fragile. Donc non, ça a été un premier pas dedans. C'est là-dedans en fait que j'ai rencontré plein de gens importants. En fait, c'est là où tu as fait tes gammes toutes techniques. C'est ça. C'est ça, tu vois. Même les figures importantes, ça. Je vous en avais déjà parlé, tu vois. Mais Amar, qui était le fils du Rasputin, la première fois que je l'ai vu de ma vie en frontal, ça a été là-bas. Les directeurs de club, peu importe, tous confondus, que ça soit le Titi, que ça soit le Cartel, que ça soit celui-là ou celui-là, ils venaient tous là-bas en after, tu vois. C'était un peu le rendez-vous. Et ça, il y avait un truc qui m'excitait tellement dans cette atmosphère. Il y avait un côté à la fois tellement artistique, à la fois tellement véreux. Je trouvais que le mélange, tu vois, de dire qu'en fait devant toi tu pouvais avoir affaire à un DA qui a créé genre le club le plus emblématique de la capitale. Collé à lui, il y a un mec qui vient de sortir de 15 ans de placard. Il y avait ce côté mélangé un peu à la Studio 54, exactement. Genre cocktail explosif. C'est exactement ça. C'est simple, c'est un peu le point référence du truc. C'était un peu ça. Où tout le monde se retrouvait dans ce bordel, mais où personne ne se regardait. Il n'y avait pas ce côté en mode, tu sais, tu regardais pas le mec à côté de toi bizarrement, sous prétexte que, de toute façon, le lieu il était régi en plus par des mecs un peu border à l'époque. Tu vois, mais il n'y avait pas ce côté, il n'y avait aucune crainte, aucune ambiguïté. Les mecs étaient là juste pour faire, tu sais, tout le monde pour la même raison. Si on est là pour décompresser. On est juste là pour faire la teuf, pour s'amuser, pour faire des connexions, qu'elles soient autant sur le plan personnel que sur le plan pro. Tu vois. Et ça a été une vraie putain d'expérience qui a duré son temps. Et Kevin, du coup, son rôle là-bas, c'était quoi? Ah non, Kevin, il avait rien à voir là-dedans. Kevin, à ce moment-là, je l'ai pas encore rencontré. Ok, pas encore. Je l'ai pas encore rencontré. À la suite du No Comment, il y a eu une phase où j'ai bossé en restauration. Où j'avais complètement pécoué avec la nuit parce que je te dis, ce truc-là, il m'a traumatisé pendant un moment. Il fallait que je fasse un break et que je revienne à des trucs un peu plus essentiels. J'ai fait de la restauration et simultanément, je faisais du street art. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Kevin. En fait, on nous a mis en contact par un ami commun. Peut-être que vous le connaissez, ça s'appelle Rubens, c'est Ravens. En gros, ça a été le DJ résident de l'Arc et du Cartel pendant très longtemps. C'est un DJ de fou malade, donc qui est plus sur un acte commercial, bien sûr, mais qui est un artiste hors norme, genre c'est hors du commun, le mec, c'est un vrai monstre. Il nous a mis en contact. Kevin cherchait en gros à renouveler la déco du Hobo à l'époque, donc actuellement Kova. Hobo d'ailleurs qui était juste, pareil, on parlait des clubs tout à l'heure, c'est le lieu où il fallait turn up à l'époque. Il y avait un club trap dans Paris, c'était celui-là. C'était celui-là, ok. Trop solide. Donc on se rencontre, Kevin et moi, donc 2 forts caractères en plus, explosifs, très 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 complémentaires dès le départ. Donc il m'expose un peu le projet, il me dit voilà, on veut redécorer le club, est-ce que tu as des idées? Moi j'aurais bien aimé faire ci. Je lui dis ok, moi je penserais à faire ça, truc. On mélange un peu nos idées, on pond le projet et ça sort un truc mais fantastique. On sort un truc de fou, on s'entend extrêmement bien tous les deux. Ça c'était en 2018 du coup. C'était juste avant. C'était en août 2017. Ça, juste avant. Donc je refais la déco du club, on laisse couler l'ouverture du club, etc. Petit réajustement de parcours, il me dit on refait une sauce de déco pour 2018. Donc je reviens poser en fait mes valises dans le Blaine Bar du coup, qui est le club actuellement Mirage, donc qui est le club adjacent le club mitoyen au Hobo, au Kova actuel. Je pose mes affaires dedans et je l'avais pas encore vu ce spot avant. Il était en débarras complet, c'était crasseux de ouf. C'était un entrepôt quoi. C'était un local c'était un débarras, t'as compris, il y avait que des merdes à l'intérieur, tout ce qu'ils utilisaient pas d'un côté, le jetaient dans l'autre. C'était un local poubelle. Et alors que le Blaine était une putain d'instit, c'était un spot de malade, faut quand même se le dire. C'était le Mute? Non, c'est devenu le Mute. C'est devenu le Mute avant le Mirage. On va devancer sur le truc. Donc je pose mes affaires dedans, je démarre le truc et tout. Il y a eu un événement qui a été déclencheur pour la création du club. J'ai un pote à moi qui fait du coup une soirée chez lui à nuit. Soirée privée, t'as compris. After Rasputin, c'était le moment où le Rasputin c'était à la... C'est ce que tu disais. À plein gaz, t'as compris. Tout le monde y allait, c'était impossible de rentrer. C'était le spot de ouf. Il est toujours actuellement, on crache pas dans la soupe. Et j'arrive là-bas et je vois tous les gens que je croisais moi au No. Mais chez mon pote. Et dans ma tête, je me dis, mais attends. Comment il a ramené toutes ces têtes-là chez lui, celui-là là. Il a ramené tout le gratin parisien, tout ce qu'on aurait pu considérer être au final une forme de jet set dans le sous-sol de sa baraque. T'as compris? Fabrice Dayan derrière les platines, les doppelgangers qui étaient les 2 jumeaux qui étaient les résidents du Cirque Bonheur à l'époque, Rainer qui était pareil à ce moment-là, quand même une grosse pointure de la nuit parisienne, Amar, les physios, les DA, les trucs. À des moments où les clubs étaient encore tous ouverts. On n'avait pas encore tous les clubs qui avaient fermé à ce moment-là. Je vois ça, mais je me dis, mais attends. Je dis, mais il y a un truc qui coince là dans l'équation. Je suis obligé
avec les capacités que j'ai, il faut que je fasse un truc et que j'en fasse un business, il faut que je le monétise. Tu t'es dit qu'il méritait mieux qu'un sous-sol? Mais complètement. Après, à l'arrivée, malheureusement, Mirage, c'est aussi une forme de petite cave. Mais je me suis dit, au final, c'est dommage qu'on n'ait pas cette espèce de point de ralliement pour les gens, plutôt que de faire ça une fois tous les 4 mois. Mais pourquoi pas faire ça en fait tous les soirs? Pourquoi pas mettre en place un truc comme ça tous les week-ends? Ça a été très 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 vite. Le lendemain, je suis resté une demi-heure à cette soirée. J'étais tellement ça t'a sauté aux yeux, genre. Ça m'a paru être une évidence. Genre, j'ai vu ça, c'est pas possible. Je me suis barré au bout d'une demi-heure. J'ai envoyé un message à Kevin. Je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Je veux t'en parler. On s'est vu le lendemain. On s'est mis d'accord direct. On s'est dit, vas-y, 50-50 dès le départ. 3 semaines après, le Mirage s'était né. Donc sous le nom de Mute, ça a été très très vite. Faut savoir que le club, on l'a décoré avec à l'époque avec, je crois, 1500 balles. Putain, oui. Putain. Ouais, c'était rustico, ça. Briques et de broc. On a récupéré plein de merde qui traînait dans le truc. On s'en est servi pour les réhabiliter en tant qu'objet décoratif. Le bar, il était dégueulasse. Le sol, il était dégueulasse. Les banquettes, elles étaient pleines de trous. Elles étaient encore collantes des années précédentes. La cabine J, c'était un piano. Tu vois, à l'époque c'était encore des JM 850 pour ceux qui s'en rappellent, tu vois, Ramien qui mixait avec un ordi branché connecté en USB blanc, je vois le truc. Tu vois, je vois très bien. Un peu carré. Câble Ethernet, je vois le truc. Mais c'était scandaleux, tu vois. Et ça a été au final la naissance du truc. Et ce qui a été, moi, le vrai souvenir fort que j'ai de ce moment-là, de la naissance du club, ça a été Ramien. Parce que Dave, au final, des années en arrière, pendant qu'on était en cours ensemble, me proposait de venir faire le photographe dans une teuf qu'il allait orchestrer. Et 10 ans plus tard, c'est moi qui ouvre un club et c'est Dave qui vient me voir en me disant, frérot, genre je veux mixer, tu vois. Ouais, tu l'as rendu. Il y a le sentiment d'avoir rendu. Moi j'ai une relation près à ce moment-là parce que je me dis, putain, mais est-ce que c'est une bonne idée et tout machin. Je dis, on s'en fout, vas-y, on le fait à la rigolade, on se le pas kiffer et tout machin. En vrai, il faut que je lui fasse confiance, tu vois. Et Dave, qui est au final, qui s'est vu naître, tu vois, la carrière de Ramien, elle est née au Mirage en même temps que la réputation du club est née grâce à lui, tu vois. Donc ça a été le début d'une aventure juste mais hors du commun, un truc fantastique à travers laquelle j'ai tiré tellement d'expérience, tellement de savoir-faire, tellement de bons souvenirs, c'est ouf, et qui continue encore maintenant, tu vois, c'est ça qui est ouf, tu vois. Ça dure 3 ans, c'est très cyclique les boîtes de nuit en général. Et là oui, ça perdure on a 5 années déjà, et ça continue, et ça s'arrête pas, et c'est ouf. Et est-ce qu'en termes de vibe musicale, genre dans toute la scénographie que tu nous as décrit, de ce que tu voulais faire, t'as surfé un peu sur la vague électro qui commençait à prendre pour justement apporter la patte, Complètement. Complètement, c'est très évolutif de toute façon. Chaque année, on le voit à travers la scène musicale mondiale. À ce moment-là, on était complètement dans cette espèce de tendance un peu down tempo, organique. Les gens commençaient à prendre le pas sur ce style musical parce que Mykonos, ça se démocratisait beaucoup. Encore, je parle de l'Ouest parisien. On parle vraiment du triangle bien sûr. Donc je rentre pas dans les vrais puristes et les vrais kiffeurs de son un peu purés, tu vois, qui vont dans des vrais clubs un peu plus underground. Mais dans le 8e, ça a été un réel apport, culturellement parlant, parce qu'on a démocratisé un style musical vers une clientèle qui n'était pas forcément apte, tu vois, pas forcément réceptive. C'était les tout débuts, donc on a été un peu précurseur sur le produit. Et c'est justement la question que je voulais te poser derrière. Maintenant, on sait qu'il y a plein de clubs, tu vois, il y a Tabou, il y a l'Alma, il y a pléthore de clubs, il y a même Julia qui a ouvert là récemment. Tu peux me répondre sans prétention. Est-ce que pour toi, il y a eu, grâce au Mirage, un avant et un après? Est-ce que tu penses que ça a donné le là à tous les clubs qu'il y a eu derrière? Évidemment, bien évidemment. Déjà, en fait, le fait qu'une personne sans aucune expérience ait eu l'opportunité de créer un truc aussi solide, mais derrière, ça ouvre des portes de ouf à plein de gens, tu vois. Quand je vois les clubs qui sont en place aujourd'hui, tu vois, comme tu le disais, que ça soit Tabou, que ça soit Julia qui a ouvert récemment, que ça soit Manco, peu importe les lieux, tu vois, chaque lieu aujourd'hui a un axe de clientèle, a un style musical, a une identité, a une manière de diriger le lieu, tu vois, artistiquement parlant. Et il y a à boire et à manger pour tout le monde. Tant que c'est fait avec les bonnes intentions, tu vois, et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je te disais, il y a des imposteurs dans cette industrie et on les reconnaît tout de suite. Si tu fais pas staff pour les bonnes raisons, ça va se sentir, quoi qu'il arrive, tu vas te planter. Quoi qu'il arrive. Parce que les gens, ils le sentent. Si tu fais staff que pour l'oseille, au démarrage, je parle, si tu fais ça que pour l'oseille ou pour la hype, tu vas te ramasser la gueule. Parce que tu vas pas te comporter de la bonne manière avec les gens, parce que t'as pas les bons codes. T'es pas franc dans ta démarche, tu vois, donc au final les gens ils vont le piffer et ça va mal finir, tu vois ce que je veux dire, ou du moins tu vas pas faire long feu dans ce business, ça va durer 1 an, 2 ans, t'auras fait la blague et après merci, au revoir. Donc ça dure qu'un temps, quoi. Et le fait de changer de scéno tous les ans, tu penses que ça a aussi donné un peu une vibe à justement les soirées qui se créent aujourd'hui, ou qui ne sont pas nécessairement un lieu, mais t'as des soirées qui se déplacent aussi? Alors non, ça je pense pas.
Okay. Ça, je pense pas. Objectivement, je pense que le fait que le club se métamorphose littéralement chaque année, ça, c'est plus un challenge que moi, je me suis imposé. Okay. Tu vois, parce que les gens ont tendance à se lasser aussi très rapidement à Paris, et encore plus dans le 8e. Ouais. Mais en plus de ça, rajoute à ça le fait que le public est grandissant chaque année. Mais toi, t'aimes bien ça aussi? Ça te fait un challenge? Pour moi, la meilleure partie de l'année, c'est le mois d'août, quand je suis bloqué à Paris dans le club, enfermé dans ma petite cave, dans mon 3 rats, et que je fais démontage complet du club, et que je vois au final tout le lieu se transformer. Et chaque année, à la même période, en plus, je ressors des memories d'Insta ou de Snap où je revois le club à son démarrage. Je me dis, on est loin quand même, tu vois. On revient de loin. Le club, il revient de très, 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 très loin. Et c'est toujours des expériences toujours plus agréables. Et c'est un apprentissage de fou. Chose que tous les clubs ne peuvent pas se permettre de faire. Bien sûr, il y a beaucoup de clubs dans Paris qui se sont basés sur le modèle du Mirage pour créer leur lieu. Que ça soit sur une question d'axe musical, de décor, de capacité, de plage horaire, de ce que tu veux, peu importe, tu vois. Mais au final, le Mirage, ça a tellement une identité marquée et forte, avec un concept unique. Il n'y a aucun club dans le monde qui fait ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que là, on parle pas, force énorme. On n'est pas à l'échelle nationale, on est à l'échelle mondiale. Il n'y a pas un seul établissement dans le monde qui ferme ses portes pendant un mois pour proposer une expérience complètement différente d'une année à l'autre. Ça n'existe pas. C'est ça, pour moi, la seule valeur ajoutée du club, au final, c'est ça. Parce que si tu regardes bien l'industrie musicale, au final, on n'a rien inventé. Personne n'a rien inventé. Même les artistes naissants aujourd'hui, ils font bien le taf, mais... Ils sont dans un registre aussi, quoi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ils suivent un peu la tendance, ils le font bien, tant mieux, mais... Est-ce que c'est ce qui fait aussi que certains DJ kiffent revenir? C'est que tu les invites 2 ans après, le gars, c'est pas le même club, quoi. Ça en fait partie. Ça joue énormément. Il y a le côté aussi familial. Bien sûr. Le Mirage, vu que c'est un petit espace, on a un club d'une centaine de personnes. Bien sûr. On est pas un lieu de 1000 personnes. Ça rajoute quand même une petite épice, c'est sympa, où tu reviens dans un lieu et tu crées c'est des pas le liens même, quoi. différents, quoi. Tu crées des liens différents avec les gens, et puis surtout, tu sais, maintenant les mecs deviennent curieux. Ça arrive parfois que moi, tu sais, pendant l'année, je reçois souvent des messages de certains artistes qui me disent alors c'est comment l'année prochaine. Je leur dis je te dis pas. Je te dirai c'est pas. mort. Peut-être que je vais vous teaser sur le truc, peut-être que je vais vous spoiler la déco de l'année prochaine, on exclut, on va savoir. Mais justement, c'est quoi ton inspic sur la scénographie? Tu t'inspires de quoi en fait pour remodeler chaque année Les tendances. Les tendances. En fait, déjà, je pense que comme tu vois, on va un peu revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Faut croire en son trip, en fait. T'as pas de règles établies. Donc, faut vivre avec son temps, faut suivre un peu l'actualité. Que ça soit en termes de design, en termes de décoration, en termes de musique, les musiques auxquelles les gens sont réceptifs, forcément, la déco va jouer là-dessus. Ça veut dire que là, tu vois, on est en plein dans l'ère de la tech house, complètement dedans. Ça reste une musique un peu sèche, t'as compris? Je vais pas dire dark parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu sec. Ça reste un truc assez rapide, etc. Bien sûr. Donc t'es obligé de faire en sorte que la proposition musicale puisse matcher avec, visuellement parlant, ce que tu vas proposer aux gens. Tu vois, ça doit être un tout, en fait. Pareil pour, je sais pas, une connerie, c'est les tendances déco du moment. À la base, le club devait pas du tout ressembler à ça cette saison. On devait faire une déco un peu délire années 60, années 70, un peu orange mécanique. C'était pas du tout le thème de base. T'as compris? Mais chaque année, pareil, je me pose sur un truc et non, ça évolue. Ça va pas, je vais faire autre chose, je veux autre chose. Et ça aboutit à un truc. Ça aboutit à ce que ça aboutit, en tout cas. Ok. Bon bah écoute, grave cool. On va revenir sur ton métier actuel, du coup de directeur artistique. Peut-être un des plus beaux métiers dans l'industrie musicale à l'heure actuelle, qu'on se le dise. Et j'avais une question, tu vois, par rapport à la tendance actuelle, où c'est vrai que je pense que tu l'as un peu introduit, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus forcément de barrière à l'entrée comme à l'époque. Il y a une recrudescence majeure de DJ ou pseudo-DJ via certains réseaux qui peuvent servir ou non. Quelle vision t'as de tout ça finalement sur tout ce panorama de DJ en fait j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle tout le monde mixe en quelque sorte, enfin ou prétend mixer. Est-ce que tout le monde le fait bien? Est-ce que tout le monde le fait bien? Je ne sais pas. Et quelle vision, avec l'évolution que t'as pu voir toi depuis des années, ou comme on a pu comprendre, t'évolues depuis un peu plus de 10 ans maintenant, même plus. Qu'est-ce que toi tu constates et qu'est-ce que t'en penses? Je vais pas faire le gilet jaune, ok. Je vais pas faire le porte-parole CGT, t'as compris, de cette industrie, parce que je pense que j'ai encore tout à apprendre de ce métier et de ce milieu-là, tu vois. C'est tellement vaste. Sur l'axe musical, moi je pense que c'est bénéfique, parce que ça ouvre des portes à un public qui est encore néophyte et qui comprend pas vraiment encore les codes de tout ça, tu vois. Le fait que certains mecs se prétendent DJ
rend bien leur face. Ça durera un temps s'ils sont pas forcément doués. Ça évoluera en bien si jamais ils se découvrent une réelle passion. Parce qu'au final, comment est-ce que tu veux te découvrir une passion pour quelque chose si tu t'y essayes pas? C'est un peu facile de porter des jugements. Ça arrive trop fréquemment en ce moment, je trouve, les mecs qui jouent un peu les... Qui se prennent un peu pour les porte-paroles de ce business en se disant ouais, celui-là il fait comme ci, ouais, celui-là il fait comme ça, ou celui-là il se prend pour ci, ou celui-là il se prend pour ça, il s'invente des vies, ce truc, ce machin. C'est les mêmes mecs que tu retrouves à se lever à 14h qui branlent rien de leur vie, t'as compris? Donc, moi je trouve ça un peu facile, tu vois, de jeter la pierre sur un mec qui fait l'effort d'essayer quelque chose quand toi-même dans ta vie t'essayes jamais rien. Tu vois que t'as un taf un peu bateau, 9h, 19h, où tu vas rentrer voir Bobonne et poser tes pieds sous la table à la fin de la journée. C'est des mecs qui ont aucune ambition dans la vie. Tu vois, face à ça, t'as affaire à des mecs qui, en plus, qui démarrent très tôt, parce que c'est devenu une industrie qui a ouvert des portes à des mecs qui sont très très jeunes. Tu vois, je vois Babar qui est tout jeune, Pofio qui est tout jeune, Simon qui est tout jeune. Tous ces mecs-là, ils sont très très jeunes. Le petit Lance Singerman, pareil, qui est très très jeune, et qui ont aujourd'hui une chance mais incroyable d'être mis en lumière. Dans un business qui était complètement cloisonné il y a encore de ça quelques années, t'as compris? Donc moi je trouve que c'est une bête d'opportunité pour beaucoup. Encore une fois, les gens sont pas teubés, les gens sont pas dupes. Tu peux mentir sur plein de trucs, tu peux mentir sur la qualité de ton set, enfin tu peux mentir sur la qualité de ta musique, les trucs et machin, mais au final quand t'es face au public tu peux pas mentir. Tu peux pas leur mentir, t'as trop de monde en face de toi pour mentir. Si j'arrive devant 10 000 personnes et que t'as compris, je porte un t-shirt blanc et que je leur dis à tous il est vert, frérot, non, il est pas vert ton t-shirt. C'est exactement pareil. T'as affaire à des gens qui savent pourquoi ils viennent. Ils savent pourquoi ils sont là, ils ont des attentes bien précises. Donc, à quel moment tu peux leur mentir en fait? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc ils peuvent se découvrir une passion. Moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça au contraire, je trouve ça très bien parce que ça démocratise l'industrie dans sa globalité, que ça soit dans des axes musicaux ou de direction artistique généralement, tu vois. Ça reste, comme tu as dit, le meilleur taf du monde. Moi, j'ai passé 10 piges à me chercher avant de faire ça. Putain, mais je souhaite à tout le monde de trouver son bonheur comme ça, quoi. Bah ouais, de ouf. C'est drôle, ça me fait penser à... Je pense que vous avez sûrement dû le voir, mais à Coachella, en ce moment, la DJ Grimes, qui s'est complètement bourrée. Ça me fait penser un peu à ça. Bon, après, on n'a pas les revers de l'histoire, tu vois. Mais moi, je te rejoins sur le fait, ce qui est merveilleux, malgré tout, à l'heure actuelle, même si t'as plus de barre à l'entrée, t'as cette accessibilité que nous, tu vois, on peut avoir avec SoundCloud, et tu vois, à l'époque, c'était pas forcément ça. Et c'est ça qui est cool aussi. Tu peux facilement te faire une culture de quelque chose, tu vois. Complet. Donc, comme tu peux très facilement aussi t'inventer une vie. Voilà. C'est aussi, pour moi, en fait, la ligne blanche, elle est là, en fait. Parce que aujourd'hui, il y a un moment, il n'y avait que Instagram, Facebook, t'as compris, il y a eu la transition, il y avait Facebook au début à plein régime, Facebook ensuite c'est devenu obsolète parce que Instagram a pris le dessus, maintenant il y a TikTok. Je veux dire, aujourd'hui, honnêtement, je sais pas si vous avez vu le truc, il y a une vidéo d'Adam Porte qui passe, où maintenant t'as des mecs qui mettent leur track dessus, des edits ou des trucs, en bruit de fond, et qui disent Adam Porte a joué à musique. Pourquoi? Parce que maintenant l'objectif de tous les DJ, c'est d'être joué par Ken Music. Pourquoi? Parce que c'est le relais de communication le plus solide, tu vois, pour décoller. Tu vois des mecs comme Montrouge aujourd'hui par exemple, qui sont, à mon sens, des excellents DJ. Ces mecs-là, sur le plan, on va dire, marketing, ils ont tout compris, les gars. Tout. Ils ont tout compris. Voilà. C'est quand tu sais que Ken Music est en train de tendre à une vibe beaucoup plus commerciale et beaucoup plus mainstream, tu vois, qui veulent faire des publics à 10, 15, 20, 30, peut-être même plus, des dizaines de milliers de personnes. Montrouge, c'est les remplaçants. C'est les mecs qui vont prendre leur place. Ils sont 3. C'est les copies conformes. C'est les mêmes. C'est le même style musical que Ken Music a joué à son apogée. Tu vois. De ouf. Ils prennent des risques. Ils sortent des tracks qui sont quand même solides, faut se le dire, et qui sont vachement joués. Et surtout, ils ont le monopole sur l'afro, en fait. À une époque où maintenant, il y a que la tech house qui tourne à plein gaz et où tout le monde veut jouer ça parce que, soi-disant, c'est la hype. C'est les seuls qui sont restés sur le créneau afro et au final, maintenant, ils ont le monopole dessus. Tu vois. Donc, pour moi, c'est un très bon exemple. Parmi tant d'autres, mais c'est un bon exemple. Écoute, génial. Justement, tu parlais de la tech house qui arrive. Est-ce que toi, il y a d'autres registres que tu vois émerger à l'heure actuelle, ou plutôt peut-être des trucs un peu plus deep comme la minimale, ou pour toi c'est vraiment la tech house qui tend encore plus à... Alors, pour moi les gens ils comprennent rien en fait. Ok. Pour moi les gens ils ont pas encore encore une fois, on est sur l'ouest parisien. C'est mon expertise à moi, elle est basée que sur ça, sur la clientèle dont j'ai la maîtrise, sur les gens que je connais. Malheureusement, les gens ils ont pas encore suffisamment ils sont pas encore assez curieux en termes de musique. Il faut demain qu'il y ait tel ou tel DJ, tu vois, qui se mettent à jouer tel ou tel style musical pour que les gens commencent à s'y intéresser. Tu vois, il y a eu un moment où la micro roumaine, par exemple, c'est arrivé
en force à Paris. On a essayé de le faire à Mirage, ça n'a pas du tout marché. Tu vois, alors que c'est un style musical de fou furieux, c'est trop fort. Tu retrouves des sonorités, des manières de produire, une qualité de son que tu retrouveras nulle part ailleurs, tu vois, dans aucun set d'aucun artiste. Et c'était une manière intéressante, tu vois, d'essayer de l'amener face à notre public. Les gens n'ont pas du tout été réceptifs à ça. Donc maintenant, est-ce que la Tech House, aujourd'hui, ça va être le démarrage, on va dire, d'une suite, pareil, c'est cohérente en termes d'évolution? Voilà. Bien sûr, bien évidemment. Pour moi, la prochaine tendance, ça va être la house. Parce que les gens tirent la gueule, parce que les gens sortent par dépit, parce que les gens ont cette nécessité maintenant de sortir pour s'amuser, chose qu'ils ne font plus depuis la rouverture des clubs après la fin du Covid. Donc je pense qu'il y a aussi ce besoin de revenir à l'essentiel. Tu vois, l'essence de la nuit, tu viens pour t'amuser. Tu viens pas pour arriver en soirée, prendre ton téléphone, faire tes 4 vidéos, les poster sur Instagram. Exact. On s'en fout de ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis à 2 doigts d'interdire les téléphones à Mirage. À 2 doigts. Mettre des pastilles sur les appareils photo derrière, comme ils le font très bien à Annabelle ou à The Box à Londres. Bien sûr. Ou même à Berlin. Mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait à Douai. On était à Berlin il y a 2 mois. Et tu vois, ce que je trouve formidable, c'est que le physio, il te demande pas. En fait, il te laisse pas entrer parce que tu vas claquer de l'oseille, tu vois. Il te laisse rentrer parce qu'il te demande pourquoi, quel DJ tu viens voir. Et ça, je trouve ça formidable. Ah oui. Je trouve ça génial. Après, ils ont essayé, hein. Carbone, ils ont essayé. Ouais, Carbone, on pareil. ouais. Je pense que ça a été, pour X, Y raison, ça a été mal, peut-être. C'est la population parisienne qui est c'est ça, exactement. C'est la culture aussi, tu vois. C'est la culture de chaque endroit, je pense. Tu vois. Oui, non, très tu vois. avant-gardiste de la Mais part c'était de médias avant-gardiste. de vouloir s'essayer à ça. Hein. Et De ouf. Le club était, mais Il était incroyable, ce club. attention, hein. C'est génial, ce Attention club. Carbone, hein. C'était solide. Hein. C'était un du bloc gros de lourd. béton brut avec des jeux de lumière de dingo. Ouais. Tu vois, une population que nous on maîtrise absolument pas, tu vois. Il fallait vraiment que ça soit Nadir qui gère ce truc là parce que sinon nous on n'avait pas l'expertise pour. Pareil pour les line-up. J'ai vu arriver des mecs, mais putain, mais t'es DJ, mais ils font peur quoi. Ouais. Tu vois, j'ai vu arriver un duo de DJ, tu sais, complètement peinturluré en blanc avec juste une queue de cheval en mode tu sais, le génie d'Aladin là. Ouais, je vois. Grosse techno à 140 BPM, Ouais. faut le tenir. Faut le tenir, ouais. Ouais. Tu ramènes pas tes poteaux du 8e Bien ou sûr. du 16e pour aller écouter cette C'est ça, tambouille. mais Il y a un entre-deux, quoi. Il y a un Mais ça va entre-deux. peut-être tendre vers ça, quoi. C'est- Donc c'est. Mais je pense On que s'en- on c'est sait rien. Ouais, en vrai, on sait pas. Tu sais jamais de quoi demain. mais je pense qu'aussi il y a la culture de l'endroit, tu vois. Je pense qu'à Berlin c'est la vibe dominante, 100%. et c'est comme ça. De ouf, Et chaque endroit est influencé par l'histoire et la culture qu'il y a, tu vois. De ouf. clairement. Mais en tout cas, non, ultra intéressant. Et, est-ce que justement, tu t'as un peu évoqué, mais t'as des faits marquants que t'as eu au Mirage, des soirées mythiques qui, pour toi, là où tu t'es dit, on s'en souviendra ou... Ouais, il y en a eu plein. Et bizarrement, tu vois, c'est marrant. Mais les soirées les plus marquantes qu'on a pu avoir dans le club, c'était pas du tout avec des gros artistes au final. C'est ça qui est ouf, parce que c'est des mecs qui ont la maîtrise du terrain. Moi, les soirées les plus mémorables qu'on a pu faire, il y en a eu une en particulier, c'était l'anniversaire de Ramienne. Ok. Je saurais pas me rappeler à quelle saison c'était. J'arriverai pas à me rappeler quelle déco on avait à ce moment-là. Je crois que c'était avant le Covid. Il me semble que c'était en novembre 2019, si je te dis pas de bêtises. Et celle-là, mais l'énergie qu'il y avait ce soir-là, c'était du jamais vu. Le mec a envoyé une gouache, mais c'était thermonucléaire dans la boîte. Les gens étaient dans un état d'euphorie pas possible, tu vois. Alors que le club, encore à ce moment-là, était un peu fait de briques et de broc, tu vois. Mais l'arrivage de Pofio aussi, ça a été c'est ce qui a donné le pas aussi tu vois, l'apport de la tech house aussi dans les clubs à Paris. Pofio, il a apporté un souffle, tu vois, un vent de fraîcheur dans l'industrie. Il s'est fait une renommée très 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 rapidement. Il a été très fort. Pareil pour Baruch, qui a fait un changement radical dans son style de musique, Sound of Bam, qui est passé d'une variante complètement afro à une variante beaucoup plus house, tech house. Et en fait, c'est nos résidents, pareil pour le petit, pas le petit, pardon, excusez-moi, Sib, Ilan Siboni. En fait, c'est tous nos résidents, tous les mecs qui avaient la maîtrise du terrain, ils nous ont tous fait au moins une fois une proposition d'une teuf qui a été mémorable. Tu vois, mais où tout le monde va s'en rappeler, eux les premiers forcément. Ils te diront alors qu'ils sont venus, tu vois, Sib il a dû jouer peut-être une 50aine de fois dans le club, Ramien, on a arrêté de compter, il était résident hebdomadaire chez nous. Pofio pareil, Sound of Bam pareil, pareil à Sayag qui joue vénère, qui joue hardcore, tu vois. Donc j'ai fait une date avec lui, on a fait un back-to-back à Halloween où la saison c'était Tokyo, il y a 2 ans. Cette date-là, elle était hors du temps, tu vois. Le club était en fumée, tu voyais pas un mètre devant toi, la musique elle était forte, c'était pareil, cohésion au niveau de la musique et tout. Non, franchement, on a eu la chance en fait d'avoir des mecs tellement investis dans ce qu'ils faisaient dans le club qu'ils ont donné naissance à des trucs de fou, quoi.
Mais tu sais, si tu le vis sur l'instant même, tu t'en rappelles après coup, mais sur le moment, tu le vis, le truc, comme si c'était. T'étais dans un festival. C'est incroyable. Ouais, okay. Incroyable. Et à l'inverse, sans citer de nom nécessairement, t'as déjà eu des anecdotes un peu pourraves où tu t'es dit là, j'ai erreur de casting? Non. Honnêtement, non. J'ai jamais regretté d'avoir booké des mecs. Ok. Tu vois. Pour la simple et bonne raison que Mirage, c'est aussi une plateforme pour découvrir de nouveaux talents. Tu vois, qui soient connus à l'étranger et méconnus à Paris, ou qui soient tout simplement pas du tout connus du tout et qui démarrent. Tu vois. Tout le monde démarre quelque part. Le bénéf, c'est que regarde, Notre-Dame. La première date qu'il a fait, c'était au Mirage. Ramien, la première date qu'il a fait, c'était au Mirage. Pofio, pareil. En fait, tous les DJ aujourd'hui qui ont une espèce de hype, tu vois, ou qui ont vraiment bossé leur carrière et qui en sont aujourd'hui à des steps. Tu vois, je prenais l'exemple de Jérém Notre-Dame. Aujourd'hui, même si j'ai envie, je peux plus le booker aujourd'hui. Mais pas parce qu'il veut pas, il a plus le temps. Il a plus le temps. Et comment tu arrives à déceler ça, tu l'as dit, d'être un peu avant-gardiste? Benoît. Ok, Benoît, c'est l'as qui est caché dans ma manche. Qu'on embrasse d'ailleurs. On embrasse Benoît. Benoît, c'est l'élément, aujourd'hui, je pense, à mon sens, Benoît, c'est un élément indispensable aujourd'hui du club qui fait pour moi, aujourd'hui, il fait partie, tu sais, il fait partie des murs. Il fait partie de la veine du truc. Exactement. J'ai jamais vu de ma vie un mec aussi investi dans son travail, aussi carré dans ce qu'il fait, qui arrive à accumuler autant de choses, tu vois. Être le manager de Ramien, c'est pas de tout repos. Il gère Futur aussi, le Il club. gère Futur, il gère des DJ, il gère Sim, il est DJ Ramien, aussi, il est DJ en plus. Il gère le Mirage avec moi, je suis pas un profil facile à supporter, tu vois. Il porte une grosse charge de responsabilité sur ses épaules et je lui fais full confiance, mais il est trop fort. Et il a une... bon, ça, sans vouloir le caresser dans le sens du poil, mais c'est vrai il mérite. Il a une... je trouve qu'il a une connaissance musicale, que ce soit de la house à la techno. Très pointu, quoi. Il discutait, parce que Iti est très branché techno, tu vois, moi un peu moins en l'occurrence. Et il discutait techno. C'est qui est fou, c'est que même il connaît tout, quoi. Même les artistes, les petits artistes, pas nécessairement pétés, mais les petits mecs, tu vois, que tu connais, qui sont pas encore très connus, mais qui sur la scène techno parisienne. Parce qu'il s'intéresse de ouf. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que Benoît, il a démarré avec nous en tant que stagiaire. Ouais, c'est ce qu'il nous avait dit, il nous a expliqué. De stagiaire, on a découlé plein de postes différents où il a fait Sanctum avec nous. Enfin, il a partagé des aventures avec nous. On a partagé des moments qui sont inoubliables et c'est devenu genre vraiment. Je peux même plus le considérer comme un petit frère maintenant parce que c'est pour moi, il est. Tu sais, je mets au même step que tout le monde. Il est devenu tellement costaud et tellement indispensable. Il a su se rendre indispensable que au final, sa place, elle a été amplement méritée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a aussi demandé. Reprendre la DA de Futur, c'était un pari risqué. Se barrer volontairement de Gate, c'était un pari risqué aussi. Tu vois. Mais pourquoi? Parce que lui, je peux le considérer comme étant un puriste. Tu vois. Et je pense qu'il est aussi drivé par cette volonté de faire découvrir, tu vois. Ouais. Ça se voit. Ça se voit qu'il... Moi, le premier, il y a des artistes que j'ai découverts grâce à Benoît, alors que c'était potentiellement des mecs très connus, tu vois, auxquels moi je m'intéressais pas forcément parce que c'était pas dans mes champs de vision, et qui se sont avérés être des cracks, tu vois, qu'on a repris plein de fois, et c'est une bête de valeur ajoutée. C'est important. Donc ouais, l'as dans la manche. L'as dans la manche. Et on arrive bientôt à la fin, mais t'as des critères un peu principaux pour choisir des DJ, en l'occurrence? Ou c'est vraiment au coup de cœur ou C'est au feeling, ouais. C'est au feeling. Feeling. Encore une fois, tu vois, on revient un peu sur tout ce qui a été dit auparavant. Tu peux pas juger un mec sans voir de quoi il est capable, tu vois. Au début, tous les DJ qui vont vouloir mixer, peu importe où, que ce soit à Mirage, au Rasputin, à Tabou, à Julia, à Gate, peu importe, dans n'importe quel club, tu peux pas te vendre de travers. Tu vas pas aller voir un promoteur de soirée, tu vois, c'est comme demain tu vas postuler pour un taf, tu vas pas dire ouais, en mode ouais, je suis un peu bancal mais t'inquiète, je vais gérer. Tu essaies de te vendre au mieux que tu peux et dire vas-y, je vais te retourner la salle. Et le seul critère pour moi, et c'est le plus important, c'est te prends pas au sérieux. Moi j'ai horreur de ça. Les mecs qui arrivent en mode, tu sais, sur leur grand cheval, en mode je vais trop tourner le club, tu vas voir, je vais te remplir, à être plein à craquer, truc. Je dis ouais, bah vas-y, va remplir un autre club alors. Moi je te prends pas pour ça, j'en ai rien à foutre. Moi le club, j'ai pas besoin de temps pour le remplir, il se remplit bien tout seul, je t'ai pas attendu pour. La qualité de ce que tu peux proposer musicalement, c'est encore un autre délire. Donc ton apport de masse, moi il m'est pas du tout indispensable, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Donc le seul critère, ça reste l'humilité. Et encore une fois, ça se sent. C'est les raisons pour lesquelles tu fais ça. Tu sens directement quand les mecs veulent faire ça pour la hype. Tu vois, aujourd'hui, Mirage, c'est devenu un club qui est devenu très ouvert. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de venir poser les mains derrière les platines du club. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Je trouve ça bien d'ailleurs. Mais ça a ouvert une voie à des mecs qui méritaient pas forcément leur place. Tu
tu vois, ou du coup qui ont peut-être pris la place de certaines personnes, certains profils qui la méritaient davantage. Donc c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on découvre, on apprend, tu vois, on relève les conneries, etc. Et à l'arrivée, on n'en tire que du positif, tu vois. Pour certains, les mecs ont fait le taf, bon, comme ils l'ont fait, il y en a qui continuent, il y en a qui ont arrêté. On se devrait pas d'avoir profondément des critères de sélection aujourd'hui parce que l'industrie, c'est devenu beaucoup trop easy maintenant, tu vois. Faut juste avoir un bon fond. Le meilleur exemple que j'ai, ça reste quand même Thibaut, qui est le mec le plus réservé que je connaisse. Babar, qui était ultra sur la réserve. La première date qu'il a fait au club, c'était avec Pofio d'ailleurs. La première fois qu'il a mixé dans le club, je pense que je dois encore avoir les messages maintenant. J'ai dû recevoir peut-être pendant 3 semaines après. Merci mon frère, merci beaucoup. Ça fait kiffer. Tu vois, la reconnaissance. Alors que maintenant, les mecs, ils viennent jouer, même pas merci, pas bonjour, pas au revoir. Ils prennent pour des rockstars alors que c'est leur 3e date depuis 1 an. Ils sont imbus de leur personne et on dirait que tu leur dois tout. Tu vois ce que je veux dire? Et après la date, pas un merci. T'as même plus envie de les accueillir. Tu demandes une bouteille d'eau, t'as envie de lui dire c'est 10 €, frérot. T'as même plus envie de trucs. Tu veux plus de cadeaux. Donc c'est dommage, mais ouais, ça serait le seul critère, c'est juste faut garder la tête froide. Tu vois, tu sais pas de quoi demain est fait, demain les clubs ils ferment, aujourd'hui tu te prétends être DJ, demain il y a plus de boîte de nuit, c'est renouveau Covid. Tu vas te retrouver à faire de la PAC et de l'isolation avec toutes les merguez qui te suivent quand tu vas en soirée. Des lives sur Facebook, Et à faire des lives sur Facebook, C'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast. On voit des lives partout. Donc, mais écoute, la question avant de rendre l'antenne, quelle définition tu donnerais à ton métier de passion de directeur artistique? Ta propre définition. Ma propre du métier de DA? Ouais, du métier de DA, ouais. Je pense que avant tout, c'est être avant-gardiste. Ok. Avant tout, c'est de savoir être avant-gardiste. Faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Faut croire, faut vraiment avoir des sacrées couilles et des sacrées tripes pour faire ce métier. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, faut avoir les reins vraiment solides et un mental d'acier parce que la nuit, ça reste quand même un business à part entière. Dur. C'est un business à part. Tu peux pas t'inventer. Tu vois, dans ce business, tu peux pas non plus le réinventer. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice, tu peux apporter ton expertise, tu peux apporter toute la bonne volonté du monde, mais c'est ce que tu vas faire sur le long terme. C'est pas une course, c'est un marathon. Tu vois, donc faut avoir les reins solides, faut être créatif, faut en vouloir. Et encore une fois, et c'est comme pour tous les postes dans ce milieu, faut le faire juste pour les bonnes raisons. C'est juste ça. Enfin, la définition de ce business, c'est ça, faire les choses pour les bonnes raisons et avoir les bonnes intentions. Magnifique. Génial. Bah écoute, il ne reste plus qu'à remercier nos auditeurs pour déjà 11 épisodes, donc c'est vraiment cool. Vraiment, on remercie du fond du cœur parce que c'est vraiment cool. Merci à vous. N'hésitez pas à suivre du coup Romain sur les réseaux de Badscar. C'est sur TikTok aussi? Non, sur TikTok uniquement avec le compte du Mirage. Uniquement avec le compte du Mirage. Et on va te demander du coup un son pour clôturer l'épisode que tu as peut-être ou peut-être pas préparé. Que je n'ai pas préparé, mais que je n'ai pas préparé du tout. Un son que tu joues ou que tu as entendu récemment on aurait dû me le rappeler. Non, c'est pas grave, ça va être... Il y a un son, je vais juste pas de prendre mon téléphone. Vas-y, bien sûr. Je t'en prie. Tu as tout à fait raison. Je l'ai pas dans le lot, mais il y a un track en ce moment que je joue énormément et que j'adore. J'ai le titre de la musique, c'est Godfather's Dance. Ok. Plutôt house? Plutôt house. De toute façon, en ce moment, je suis sur c'est Andrew Miller. Ok. Donc Godfather's Dance de Andrew Miller, c'est un track du label Saved que je ponce en ce moment en long, en large et en travers. J'adore le roster musical qu'il développe et c'est un son que je mets en ce moment dans toutes mes tracklists, dans tous mes sets et qui donne la patate. Qui a un bon gros cut bien large et un bon drop bien puissant. Alright, bon bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci Romain. Franchement c'était génial. C'était très 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 cool de pouvoir faire partie de l'aventure. De votre belle aventure. Merci à toi. Et à très bientôt. Allez, merci. Ciao tout le monde.